Là, je serai moi-même bref pour cette présentation. L'intitulé de la soirée « Qui n'aime pas Bérénice ?» Il y a un élément de réponse sur la couverture de ce roman de Nathalie Azoulay. Titus n'aimait pas Bérénice, on en discutera. C'est donc votre dernier roman. Il a reçu le prix Médicis après avoir été finaliste pour le Goncourt et pour le Féminin, si je ne m'abuse. Donc c'est un roman qui a été remarqué, lu, que j'ai personnellement énormément apprécié. Je vous invite à le lire. Ce n'est pas votre première incursion dans le monde du théâtre, puisque avant cela, il y avait une passion insensée. Une ardeur, pardon. L'histoire de Odile, pharmacienne, qui tout à coup s'intéresse beaucoup pour la tragédie classique et monte un Phèdre, sauf erreur. Elle joue, elle prend des cours. Elle prend des cours, voilà. Donc on tourne comme ça depuis quelques années, Nathalie Azoulay, autour de la tragédie classique. J'ajouterais même un roman précédent, plutôt un travail documentaire précédent qui s'appelait, il faut que je mette mes lunettes là, qui s'appelait D'une femme ordinaire, pardon, Parcours meurtrier d'une femme ordinaire, l'affaire Courgeot. L'affaire Courgeot, c'est en quelque sorte une Phèdre moderne, puisque c'est cette mère infanticide, laquelle aura donné lieu à une pièce de théâtre signée ici à Genève par Dorian Rossel, qui s'appelait Une femme ordinaire, une femme sans histoire, c'est le titre de la pièce. Voilà, donc nous sommes ici pour parler de votre dernier roman, qui est un drôle de roman, je dois dire, en sens qu'il n'est pas tout à fait un roman linéaire, il est un double récit, on va dire une double histoire d'amour. D'abord l'histoire d'une rupture entre une narratrice et son compagnon. La narratrice s'appelle Bérénice, le compagnon s'appelle Titus, comme dans la tragédie de Racine. Mais Rome, en l'occurrence, n'est pas la ville de Rome ou le peuple des Romains, mais Roma, l'épouse de Titus, auprès de qui est retourné l'amant de la narratrice. Deuxième pan du récit, la narratrice se console dans les écrits et dans la biographie de Jean Racine, qu'elle va suivre avec passion. Et là, on entre dans un deuxième étage, ou une cave, ou un étage supérieur, je ne sais pas, du roman, sur la vie de Jean Racine, son enfance à Port-Royal, son désir d'écrire des textes neufs, ses amours aussi, ses succès, et on revient en fin de livre dans le monde et l'univers contemporain de la narratrice. Est-ce que j'ai résumé ça à peu près correctement? Ça vous va? Bien. À côté de vous, il y a Didier Kébereza, donc, qui monte, on vient de le dire, Bérénice au Théâtre de l'Orangerie jusqu'au 29 septembre. Vous aussi, vous n'êtes pas tout à fait un inhabitué de la tragédie, puisque Bérénice n'est pas votre premier classique monté. Avant cela, il y a eu une Iphigénie en Tauride de Goethe. Il y a aussi eu un Horace, qui était présenté au Théâtre du Loup l'an passé, il y a 2 ans. Et même avant, une pièce de Corneille. Il y a eu plusieurs pièces de Corneille, étonnamment aussi avec des amateurs et des jeunes. Et puis, il y a maintenant 12 ans, une pièce de Corneille qui a peu monté, qui s'appelle le Rodogune, et qui était en fait le principal succès de Corneille au XVIIe siècle. Si je devais ajouter 2 points sur votre spectacle, sur votre création au Théâtre de l'Orangerie, je dirais qu'elle est à la fois sobre et maximaliste. Sobre par la scénographie, sobre par le costume, par la lumière, qui est très choisie et très posée, et maximaliste par le geste. En l'occurrence, vos comédiens et vos comédiennes se touchent, s'embrassent goulûment, se frappent aussi, et ils vont franchement, et on est loin de la tragédie classique où les gens sont tels des statues posées sur un plateau. Et d'ailleurs, avec nous ce soir, il y a Titus en personne, alias Frédéric Landenberg, comédien, qui voudra bien nous lire quelques extraits du roman de Nathalie Azoulay. Et je vous cède tout de suite la parole. Je mets le contexte. Nous sommes avec la narratrice. Elle s'appelle donc Bérénice. Et Bérénice pense à son Titus. On dit qu'il faut 1 an pour se remettre d'un chagrin d'amour. On dit aussi des tas d'autres choses dont la banalité finit par émousser la vérité. C'est comme une maladie, c'est physiologique. Il faut que l'organisme se reconstitue. Un jour, tu te souviendras que des bons moments, la chose la plus absurde qu'elle ait entendue. Tu en ressortiras plus forte. Tu dis que tu n'aimeras plus jamais, mais tu verras. La vie reprend toujours ses droits, etc. Ces phrases lui arrivent, la recouvrent, la bercent. Pour être tout à fait honnête, elle a besoin de ce babil de convalescence. Toutes ces langues qui font bruire autour d'elle l'empathie, l'universalisme et le pragmatisme
lui sont un lit de feuilles où déposer son misérable corps. Et cependant, elle aspire parfois au silence complet, à un cercle de proches au centre duquel elle viendrait s'asseoir pour qu'on la regarde et qu'on l'écoute sans un mot. Et puis, un jour, au milieu d'une autre confession que la sienne, ou en réponse à la sienne, elle entend dans l'Orient désert qu'elle devint mon ennui. La voix est grave, le regard vague, la poitrine mobilisée. C'est touchant et c'est pathétique. C'est singulier et c'est choral. Cette voix en appelle à une autre, qui en appelle une autre, à l'infini. Elle sourit. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle cherche toutes les pièces de Racine que sa bibliothèque contient. Andromaque, Phèdre, Bérénice, il lui en manque. Combien en a-t-il écrit? Elle achètera les autres dans la foulée. Elle trouve une façon de vivre, une routine sonore, une gestuelle. Elle se prépare une tasse de thé, elle lit à haute voix pendant des heures. Elle ne sait pas spécialement dire des alexandrins, mais elle s'applique. Elle escamote des syllabes, hésite sur des liaisons. À force, elle progresse, se satisfait de plus en plus du roulis qui se forme en elle et dans la pièce, l'emporte sans bouger. Quand sa voix se fatigue, elle se refait une tasse de thé chaud qu'elle boit à petites gorgées. Ensuite, elle murmure les vers, car elle a toujours besoin que ses lèvres claquent, bougent dessus, qu'il y ait un contact entre eux, l'air et la chair. Ses yeux ne lui suffisent pas, elle a besoin de les mâcher. Le babil de sa convalescence se modifie. Entre les aphorismes se glissent désormais des vers de 12 syllabes, appris au lycée ou non. Des vers de la comédie française, raides et vieillots, étrangers, tellement étrangers, qui lui donnent tantôt l'envie de faire le voyage et d'atteindre ce pays où les gens se parlent ainsi, tantôt l'envie de se moquer, d'y plaquer dessus des rires gras, des intonations grossières qui les démantèlent, des syllabes familières, mal articulées, en tout point contraire, si tant est que le contraire d'une langue pareille existe. Selon les jours, elle cite « captive, toujours triste, importune à moi-même. Peut-on haïr sans cesse et punit-on toujours? Ou tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. Ou encore, je demeurai longtemps errant dans ses arrêts. » Elle trouve toujours un vers qui épouse le contour de ses humeurs, la colère, la déréliction, la catatonie. Racine, c'est le supermarché du chagrin d'amour, lance-t-elle pour contrebalancer le sérieux que ses citations provoquent quand elle les jette dans la conversation. Merci. Nathalie Azoulay, votre Bérénice, elle a donc connu un chagrin d'amour, elle en est sortie, ou pas tout à fait. Il y a cette ambiguïté dans le texte, on ne sait pas si elle a d'ailleurs été plaquée par son Titus, ou si elle a elle-même rompu, et à quel point elle en est. Mais on sent qu'elle a donc été aidée par la lecture des tragédies raciniennes. Mais qu'en est-il donc de votre Bérénice? Plutôt victime, plutôt femme forte, solide? Ah non, au départ, elle est complètement victime, elle est quittée très clairement. Alors, reste à savoir si elle est consolée, c'est une vaste question. Le roman propose une durée approximative de 1 an pour s'en sortir. Je pense que cette durée est très sujette à discussion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin du roman, quelque chose s'est passé en elle. Elle n'est pas du tout dans le même état qu'elle était au début. Et si elle n'est pas consolée, en tout cas, elle est sur le chemin d'une compréhension. Elle a trouvé une compagnie, elle a trouvé un écho, une résonance. Et finalement, elle a transformé ce chagrin banal et en même temps très bouleversant, mais très banal et sur lequel elle ne trouvait même plus de mots à poser, en quelque chose de plus solide, de plus consistant, de plus original. Et je dirais qu'il y a une transformation qui est de l'ordre de la littérature, un acte un peu littéraire qui se forme à travers cette expérience et qui était l'enjeu de ce roman. Donc, consolation, je ne sais pas, mais compréhension certainement, et chemin de toute évidence.
Alors, cette durée d'un an, on la retrouve chez Racine aussi. Quoique même dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, dit Bérénice. Donc, elle pense que peut-être ça peut durer qu'un mois, peut-être, qui sait. Je me tourne vers vous, Didier Kébereza. Votre Bérénice sur le plateau, j'ai vu une petite ambiguïté. Bon, il faut dévoiler la fin, mais bon, c'est un classique, on la connaît un peu. Mais disons que Bérénice s'en va, elle quitte et Titus et Antiochus, son amant soupirant qui n'a jamais osé se déclarer, sauf au bon moment, c'est-à-dire trop tard. Et puis qu'est-ce qui lui arrive? Parce que ça se passe derrière le rideau, on entend un cri, hélas, et on ne sait pas. Disons, Racine a une contrainte historique à laquelle il se soumet, comme tout bon tragédien de son époque, c'est-à-dire que Suétone et les historiens antiques sont tout à fait clairs. Il n'y a pas de suicide, Titus et Bérénice se séparent, Titus continue à vivre et Bérénice continue de vivre. Par contre, il y a un mythe. Il y a un mythe qui se base aussi sur deux faits historiques. Le premier concerne Titus, qui 2 ans et demi après cette séparation va mourir. Il y a d'ailleurs des vers où il fait de l'ironie tragique, puisqu'à l'intérieur même de la pièce, il évoque le fait que peut-être il ne va pas vivre si longtemps que cela, ce que le public cultivé sait, que lui n'est pas censé savoir au moment où il le dit. Alors, pour le public, peut-être précisons que le vrai Titus, l'empereur romain, a survécu 2 ans à son règne avant d'être emporté par la malaria. Par la malaria ou la peste, dont les informations. Et puis, Bérénice, elle, c'est peut-être encore plus tragique dans la mesure où elle disparaît de l'histoire une fois que cette séparation a eu lieu. Donc, quelque part, les historiens ne s'intéressent plus du tout à elle. Elle n'existe plus, donc elle a quelque part une mort historique. Et donc, de cette double mort naît un mythe qui va rejoindre, qui va permettre à ce couple de donner l'idée d'une mort alors qu'il n'y a pas eu de vraie mort. Et lorsqu'on lit cette pièce, la plupart des lecteurs et des critiques sont quand même d'avis que le grand chef-d'œuvre de Racine, c'est d'avoir fait comprendre que c'est plus qu'un renoncement. C'est un renoncement qui touche peut-être à la mort du cœur. Alors non, il n'y a pas de sang, mais quelque part, il y a quand même une mort. Et donc nous, en tant que jeune compagnie contemporaine, on est confronté à cette réalité historique et puis en même temps ce sentiment que l'on a lorsqu'on lit la pièce. Comment on résout le problème? De manière assez triviale, elle s'évanouit. Donc effectivement, en off, on entend un souffle, elle tombe, et Antiochus, qui aime à la folie Bérénice, a très peur, et il s'en va avec ce fameux hélas dont on a beaucoup parlé. Mais je pense qu'on en a beaucoup parlé parce que c'est Voltaire, donc le dernier vers, le dernier mot prononcé dans cette tragédie, c'est hélas. Et Voltaire, qui a écrit beaucoup de choses très bien, mais qui a aussi la langue bien pendue, et qui était souvent mauvais critique, en tout cas en ce qui concerne Corneille. Il a été très méchant à la guerre de Corneille, et puis à la guerre de Racine. Je pense que des fois, c'était pas un très bon homme de théâtre. Et notamment, il critique ce hélas, alors que Racine, en écrivant cela, n'a fait que reprendre la tradition de la tragédie grecque, qui est le fameux exéunt du cœur. Le cœur, en fait, dans la tragédie grecque classique, part toujours à un dernier mot de départ, qui est régulièrement un hélas. Donc c'est pour ça, en fait, que si on fait l'effort de comprendre, en fait, comment Racine a écrit sa pièce, eh bien, on sait très bien que ce hélas, c'est un départ. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a un départ d'Antiochus? C'est parce que, en off, il s'est passé quelque chose qui oblige Antiochus à quitter le plateau avec ce fameux hélas. Et assez logiquement, on a simplement pensé à beaucoup de films de cour, où on voit ces dames, ces princesses, qui aussi en plus à l'époque étaient quand même tout à fait corsettées et qui régulièrement s'évanouissaient, particulièrement à la fin d'un parcours aussi éprouvant que celui de Bérénice. Alors, quittons Bérénice un instant, et puis parlons de Titus. Chez vous, Nathalie Azoulay, il me semble qu'il est en creux, Titus. On ne sait pas trop qui il est exactement, si ce n'est qu'il a renoncé à son amante, ou du moins qu'il a préféré son épouse. Vous ne le décrivez pas trop. Vous adoptez un point de vue avant tout féminin? D'abord, le point de vue est plutôt féminin, et de toute façon, vous aurez remarqué que le pendant contemporain de cette histoire est assez stylisé, c'est-à-dire que j'ai voulu faire un peu à la Racine une tragédie romanesque très économe, où on ne sait pas ce que fait Titus, on ne sait pas ce que fait Bérénice, on ne sait pas où ils habitent, on ne sait pas
depuis combien de temps ils se connaissent. Enfin, voilà. J'ai donné très peu de détails, j'ai donné le minimum pour qu'il y ait un triangle qui se forme entre lui et ces deux femmes, et qu'il y ait une analogie qui soit construite entre Rome et Roma. Mais pour être très très honnête, il s'appelle Titus et Bérénice, mais il pourrait s'appeler Catherine et Jean. Donc en fait, toute cette histoire vient après l'histoire de Racine. Moi, j'ai commencé par vouloir écrire un roman autour de la vie de Racine et de la création de Racine, avec Bérénice au centre. J'ai toujours voulu qu'elle soit au centre, de même qu'elle est au centre de son parcours de création et d'écrivain, puisqu'elle est vraiment au milieu de la séquence d'écriture qui ne dure que 13 ans dans sa vie. Donc il me semble qu'il y a une centralité de cette œuvre, et autour de ça, j'ai organisé une forme de chambre d'écho, mais qui est très peu développée, et qui n'est là en fait que pour jeter un peu des lumières sur cette histoire ancienne, et pour dire à quel point elle n'est pas ancienne et à quel point elle est actuelle. Donc mon Titus est en creux, mais ma Bérénice aussi, d'une certaine façon. Votre Titus, Didier Québéréza, il n'est pas en creux du tout, lui, par contre, et si c'est racinien, c'est la racine carrée, si on peut dire ça comme ça. Il est très physique, par moments, je me tourne vers son comédien, il pleurniche, il est pleutre, il se jette aux pieds, et par moments il devient très violent. Et il m'a semblé même sur le plateau qu'à un moment donné, on assiste quasiment à une scène de viol. En tout cas, Titus force Bérénice, la jette sur le sol. Elle ne se défend pas, certes, mais elle n'a pas l'air contente non plus. Et ensuite, il lira le fameux billet. Pourquoi ce Titus comme ça si particulier, Didier Québéréza? Alors, je pense qu'il y a déjà une ambiguïté en fait, qui nous vient du XVIIe siècle, c'est que le XVIIe siècle, aux figures tragiques, préfère les victimes. Donc régulièrement, les tragédies ne portent pas tout à fait le bon nom. C'est une ambiguïté qui se porte même pour Phèdre, qui à l'origine s'appelait Phèdre et Hippolyte, parce que quelque part c'était plus porteur de pleurer la victime, en l'occurrence Hippolyte, que d'avoir de la compassion pour un personnage complexe qui est ni trop bon ni trop méchant comme le demande Aristote. Et Racine va dans un deuxième temps se rendre compte qu'en réalité la personne qui mérite le titre de la tragédie Phèdre, c'est pas Phèdre et Hippolyte, c'est clairement Phèdre. Par contre avec Bérénice on a une situation un petit peu différente où il s'agit, la recherche aujourd'hui est assez claire en disant que probablement c'est Corneille qui a eu l'idée du sujet de Tite et Bérénice, et que Racine, qui était un jeune homme aux dents très très longues, qui venait en plus de vivre deux demi-succès, le Britannicus n'a pas bien fonctionné, les Plaideurs ce n'est pas terrible non plus, il voulait absolument gagner, se faire un nom, et pour arriver à se faire un nom, en fait, il a su, c'était assez facile, aujourd'hui aussi, on sait très bien, par exemple, quel film est en train de faire un Spielberg, par exemple, avant que le film sorte, on le sait. Donc probablement que Racine a eu vent du fait que Corneille était en train de prévoir un petit Bérénice, et il a pris aussi le même sujet, il a écrit très vite, et il a réussi à avoir une première avant Corneille. Alors, si vous me permettez un petit aparté, parce qu'on retrouvera ça aussi dans le livre de Nathalie Azoulay, pour le public, Jean Racine a 31 ans, il est jeune encore et très ambitieux. Corneille, lui, se fait vieux, 65 ans, et c'est un homme du passé, en quelque sorte, qui a même fait une pause en écriture de tragédie à cette époque-là, et qui revient, un cheval de retour. Voilà. Avec un succès mitigé, et puis, notamment, je pense qu'il y a un grand changement entre l'époque cornélienne et l'époque racinienne. Corneille, notamment, il dédie encore ses pièces plutôt à des hommes, alors que Racine dédie ses pièces à des femmes. Il avait tout compris. Et effectivement, il a compris un grand changement entre 1640 et 1670. Le public qui était déjà plutôt féminin devient essentiellement féminin, et donc on va donner le nom de la tragédie à la victime, d'autant plus si cette victime est une femme, Bérénice. Mais en fait, le vrai personnage central de la pièce, ce n'est pas Bérénice, c'est clairement Titus, qui a beaucoup plus de vers que Bérénice. Et Bérénice a à peine 20 vers de plus qu'un personnage en fait secondaire, Antiochus. Donc il y a déjà, simplement de dire pourquoi est-ce que Titus prend tant de place, c'est simplement que Racine a donné beaucoup de vers à Titus, beaucoup plus qu'à Bérénice. Ce qui étonne, puisque le titre c'est Bérénice, mais dans la réalité, la masse de mots simplement, c'est clair que Titus en a beaucoup plus que Bérénice. Ensuite, il y a la question du physique sur un plateau racinien, et là je crois aussi vraiment
qu'à partir du XVIIIe siècle, et certainement sous l'influence de Voltaire, on a peut-être oublié comment on jouait les pièces à l'époque de Racine. Et dans les faits, on le sait, Oreste, dans Andromaque, le comédien qui joue Oreste, est mort sur scène d'une crise cardiaque. Donc je ne pense pas qu'on soit tellement éloigné de peut-être comment ça se joue à l'époque. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un académisme qui est venu, qui a figé énormément cette œuvre, et que cela puisse se faire d'autant plus facilement que cette œuvre elle a la particularité d'être aussi bien dramatique, littéraire que poétique. Donc on peut très bien, cette œuvre, la lire à haute voix et faire plaisir à tout un public qui a envie d'entendre de la poésie, parce qu'on peut vraiment jouer Racine comme ça et ça donne des choses merveilleuses. Alors pour clore sur Bérénice, votre Bérénice à vous, Nathalie Azoulay, elle a une sorte de petite vengeance aussi, ou peut-être pas une vengeance. Elle va se faire rappeler par son Titus, qui est mourant et qui est quasiment muet. À part le fait qu'il l'a fait rappeler, on n'entend pas dans votre livre. Il faut dire qu'il y a son épouse, Roma, qui garde le domicile conjugal avec ses enfants. Elle a le choix, à ce moment-là, un choix cornélien, de venir ou de ne pas venir. On ne sait pas si elle vient. Pourquoi ce choix de redonner naissance à cette histoire d'amour, ou du moins de souffler un peu sur les braises de cette histoire, Nathalie Azoulay? En fait, de manière très prétentieuse, j'ai voulu écrire le 6e acte de la tragédie. Et donc c'est vrai que la mise en scène de Didier m'a un peu prise comme ça au dépourvu hier, parce que j'avais pas du tout imaginé qu'elle puisse tomber en coulisses, moi, jamais. Pour moi, elle était droite et elle tenait jusqu'au bout. Et le hélas, pour moi, était un départ, mais pas forcément un départ vers elle. Et donc, quand je l'ai entendue tomber, je me suis dit, mais ça, c'est mon roman, en fait. Elle tombe dans mon roman, et le roman commence sur le fait qu'elle est allongée. Et par opposition à la pièce où elle était toujours dans mon esprit debout. Donc, en fait, j'ai voulu donner une petite péripétie et une petite chance de vengeance à Bérénice, mais c'est très ambigu. On ne sait pas si elle y va. Et j'ai écrit la scène de manière à préserver cette ambiguïté et à maintenir dans l'esprit du lecteur un flottement, une question, un mystère. Et donc j'ai imaginé cette scène de manière un peu hallucinée, comme si c'était l'agonie de Titus qu'il avait imaginée et non pas la réalité. Mais il est vrai, même dans cette ambiguïté, qu'il y a une forme de vengeance qui se prend, mais qui se prend plus au cimetière, plus tard, quand elle est avec la famille et quand elle est finalement très heureuse de cette mort. Donc c'est une héroïne racinienne et qui pourrait tout à fait endosser le vers de Pyrrhus d'Andromaque, c'est peut-on haïr sans cesse et punit-on toujours? Et elle dit oui, elle dit 3 fois oui, elle se venge et elle le déteste et elle veut qu'il crève, comme il est dit dans le roman. Donc finalement, elle reste racinienne jusqu'au bout, mais cette vengeance, c'est une péripétie romanesque dont on peut penser qu'elle est complètement imaginaire. Je vous propose de réécouter un extrait de votre roman. Alors on n'est plus chez Bérénice et Titus du XXIe siècle, on est dans la vie de Jean Racine, telle que vous la racontez, Nathalie Azoulay, ou telle que votre narratrice la raconte. C'est un récit très documenté et en même temps, c'est une fiction. Il se réveille en sursaut au milieu de la nuit. Sa gorge est sèche, sa tête lourde. Il ne sait s'il se sent mal ou bien. Tout ce qu'il sait, c'est que depuis son sommet, l'espace s'est encore ouvert. Le rond n'est plus assez grand. Des images floues le traversent, des visages de femmes, d'autres parties du corps, des liquides qui coulent à flot. Il lui tarde de retrouver François la nuit prochaine. Sa routine change. Il travaille tout le jour à ses compositions, paraît au salon, puis s'éclipse avec François. Il n'a plus besoin de vider ses pots d'une traite pour se lancer. Il apprend à les siroter et à goûter lentement l'effet du vin sur ses paroles. Elle se délie, se gorge d'audace, de raillerie, lui valent de plus en plus d'attention. Au milieu des tablés, il livre aussi le butin du jour, sans se priver de citer Virgile, Ovide et Homère. On mesure l'étendue de son savoir, sa discipline exemplaire. On le défie, il excelle. À côté des siennes, même les réparties de François s'affadissent. C'est certes un bel esprit, mais l'homme de lettres, c'est vous, lui dit-on.
Un jour, sans prévenir, François enthousiasme la tablée en faisant rimer un passage de l'Odyssée. Jean se hérisse. François a choisi le passage où Nausicaa, la princesse, parle à son père, le roi Alcinos, et l'appelle son papa chéri. Les mots grecs reviennent frapper l'esprit de Jean. Papa filet. Si simple, si tendre, une merveille qu'aucune galanterie n'égalera jamais. Ça ne se fait pas, se répète-t-il. Il contient sa colère, mais sort brusquement du cabaret. Malgré ses efforts et toutes les années passées, il se laisse encore mener par cet esprit de sérieux, cette intransigeance, cette bile noire. Tout inadéquats qu'ils sont, les vers de François valent-ils qu'ils se mettent dans un état pareil? L'air frais de la rue le calme. Après quelques mètres, il décide de revenir. Il s'efforce de sourire en regagnant la table de son ami, quand, à sa droite, une voix lui glisse. On ne fait pas rimer Homère de cette façon. C'est indigne, n'est-ce pas? Jean tourne la tête, dévisage l'homme, il sourit. Commence alors une discussion comme il n'en a plus eu depuis qu'il a quitté ses maîtres. Pendant que François débite ses galanteries, il regarde leurs mains, leur pot de vin, la viande qui traîne au fond d'un plat, les visages rougeaux. Aux phrases qu'ils disent s'entrelacent ce qu'ils voient. La langue de mer ne se contente jamais d'enjoliver, disent-ils. Elle accueille les choses triviales de la vie sans se ternir, avec naturel. À côté, la pure galanterie est aveugle, n'est-ce pas? Au milieu des rires et des voix légères, il parle crûment, sans se soucier de mettre la mousse, les piquants et les fleurs des conversations de salon. Il n'est question ni de convaincre l'autre, ni de lui plaire, mais seulement de comprendre avec lui. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai, se dit Jean. Cet homme me plaît et je veux lui plaire. Vous voyez ce passage où Calypso donne à Ulysse un vilebrequin et des clous, demande l'autre. Bien sûr. Et quand Circé transforme Ulysse et ses compagnons en cochons, renchérit Jean. Pourceau, habituellement, on traduit par pourceau. Et moi, je préfère dire cochon, ose Jean, en répétant le mot plusieurs fois. Cochon, cochon, cochon. Ils éclatent de rire. Ni vous ni moi, nous ne pourrons jamais atteindre une telle simplicité. Il doit bien y avoir un moyen, insiste Jean. Nous trouverons. Jean a l'habitude de rencontrer de beaux esprits, mais là, il vient de se lier avec un homme qui semble embarrassé des mêmes défis que lui. Merci. Si vous le voulez bien, abordons la question du style et de la grammaire, si particulière chez Jean Racine. Nathalie Azoulay, vous en parlez beaucoup, et c'est un propos qui est parfois ambivalent. À la fois, vous nous décrivez la langue racinienne comme presque une langue étrangère, et elle est dure à avaler, elle est dure à retenir sur le premier moment, et d'un autre côté, enfin, elle a toute sa rigueur aussi, des 12 pieds, des vers alexandrins, et d'un autre côté, vous saluez une sorte de folle liberté par rapport à la grammaire et à l'usage du pronom. Je, nous, il, dans une même phrase, tout se bouscule. On vous écoutera aussi sur la question d'Idé Kébereza, mais je voulais d'abord vous demander qu'est-ce qui vous a plu en particulier dans cette langue-là, au-delà de la thématique de la tragédie, de l'abandon, du drame. Je crois que ce qui m'a plu, c'est d'essayer d'en raconter l'histoire et l'information, et c'était en fait ça l'objet de mon roman, plus que l'amour, plus que l'abandon, plus que le chagrin. C'était Racine, mais Racine du point de vue de sa langue, plus que du point de vue de sa vie et des environnements de sa vie. Je crois que j'avais envie de me confronter au roman d'un poète, c'est-à-dire de raconter la formation d'un poète du XVIIe et pas du tout d'un poète contemporain, c'est-à-dire de quelqu'un de très éloigné de moi et de nous, et qui est lui-même pris dans des conventions, des codes d'écriture, de rhétorique, qui ne ressemblent plus du tout à ce qu'on peut vivre quand on est écrivain aujourd'hui. Et pourtant, il se passe quelque chose entre lui et nous. Alors je dis nous parce que je ne suis évidemment pas la seule auteure du XXIe siècle à être fascinée par Racine. Et il se passe quelque chose parce qu'en effet, cette langue, toute pompeuse qu'elle est, a des éclairs de simplicité. Alors l'extrait que vient de lire Frédéric
est très intéressant de ce point de vue-là, parce que, enfin, il tombe bien en tout cas. Alors, je voulais juste dire au public que la personne qu'il rencontre dans ce cabaret à ce moment-là, c'est Jean de La Fontaine. Donc, ils ont en commun cette obsession du style et cette volonté d'aller chercher chez les anciens, alors en l'occurrence Homère, ces mélanges complètement singuliers et toujours très fascinants entre une certaine gravité, alors pas forcément chez Homère, mais chez d'autres auteurs, et cette simplicité absolue. C'est-à-dire qu'on arrive à des effets de poésie chez Racine qui rasent la prose, hein, comme il le voulait souvent, et à des vers qui sont parfois très discutables sur le plan syntaxique, mais qui de toute façon nous emportent parce qu'ils créent une émotion qui n'a plus rien à voir avec la pompe en fait, et qui n'a plus rien à voir ni avec Rome, ni avec Trézène, ni avec aucun de ces décors antiques et de ces histoires antiques, et qui n'ont à voir en fait qu'avec nous-mêmes et avec ce qu'on peut ressentir quand on est jaloux, quand on est amoureux, quand on est triste, quand on est abandonné, voilà. Donc, et de temps en temps, il y a des verbes qui sont aussi simplement écrits que des phrases qu'on pourrait écrire nous, c'est-à-dire c'est des sujets-verbes compléments, et qui pourtant, à cause sans doute du rythme qu'il arrive à travailler, de l'alternance entre des moments de sublime et d'absolue simplicité, créent des variations de rythme comme ça, qui moi en fait me font sans arrêt, comme dirait Proust, à choper sur un pavé. C'est-à-dire que quand je suis devant une représentation de Racine, j'ai d'abord une réaction qui est ce qui a été lu tout à l'heure, c'est-à-dire de rejet. Je me dis, mais cette histoire ne me regarde pas, cette langue est absolument artificielle, qu'est-ce que je fais là? Et puis très vite, en fait, j'oublie toutes mes réticences et je suis emportée parce qu'il y a un vers comme ça qui me fait perdre mon équilibre et qui est bancal et qui est sublime et qui suffit à créer de la poésie tout à fait contemporaine. Alors, des collégiennes, au sortir de la pièce Bérénice, m'ont dit que c'était comme une chanson. Donc ça résonnait à leurs oreilles. Elles n'avaient jamais lu Racine auparavant. Didier Kébereza, comment on fait chanter cette langue? Comment on décide de porter l'accent sur tel mot plutôt qu'un autre? Et comment on lui trouve son rythme avec vos comédiennes et comédiens? Là, je pense que c'est plutôt Frédéric qui peut répondre. Après, je pense, moi en tant que metteur en scène, j'essaye de... En fait, je me pose plus des questions. Qui sont ces personnages? Qui sont ces gens qui disent ces mots? Et dans quelle situation ils disent ces mots? Et puis après, j'essaye de demander... Enfin, je choisis fondamentalement que les interprètes qui adorent les textes et qui ont envie de réfléchir sur comment ce qu'ils disent est dit et écrit et pourquoi c'est écrit comme ça, et aussi lié à leur parcours en tant que personnage. Et j'espère chaque fois que chaque interprète va apporter ses propres réponses et va aussi avoir un travail sur la langue qui va être un travail particulier. Donc quelque part, je crois que j'essaie plutôt de donner une ambiance générale de travail pour que chaque interprète puisse après apporter ses propres solutions par rapport au matériau qui est le sien, c'est-à-dire le langage que Racine lui a donné pour son interprète. Si je peux reformuler ma question, de même que Jean Racine a pris ses libertés par rapport au français pour s'inventer une langue qui lui est propre, est-ce que vos comédiennes et comédiens, ou vous-même, vous pouvez à votre tour prendre une liberté par rapport à cette langue-là, où elle est stricte et elle vous impose un certain rythme, un certain débit, un certain accent? Je crois que les grands auteurs dramatiques, et c'est un des liens de Racine parmi les plus grands, il y a toujours une tension énorme entre une forme absolue, très rigide, et une énorme liberté. Et chaque interprète doit gérer en fait la contrainte et la liberté. Et ce qui était fascinant pour moi j'ai une plus grande expérience cornélienne, et c'est la première fois que j'abordais l'œuvre de Racine sur le plateau. C'est fascinant, comme toutes ces scènes, on a au moins 15 versions différentes. Parce que, ce que les gens voient à l'orangerie, c'est pour moi clairement le résultat d'une recherche. On n'est pas entré en répétition en se disant voilà, ce sera comme ça. On est entré en répétition, on a cherché, et ce qu'on donne, c'est ce que nous avons considéré au bout de 2 mois de répétition comme étant le plus juste de notre processus de recherche. Et cette langue, justement, elle le permet. Et c'est fascinant parce que, oui,
peut être pompeuse, oui, elle peut être extrêmement simple, enfin, elle permet tout cette langue. Et il y a certains critiques qui disent que Racine a tout fait et tout réussi. Et rien que sur l'expérience de Bérénice de chœur, je suis d'accord avec eux, parce que c'est un peu ce qu'on a vécu. Et c'est un peu aussi ce qu'on vit encore en représentation, où je sais qu'il y a certains critiques qui ont dit, voilà, Corneille vient de la comédie, et quelque part dans ces tragédies, on sent toujours un peu le rire, alors que Racine n'aurait jamais ri. Et ben, en tout cas, dans cette Bérénice-là, il y a quelques sourires, parce que dans cette langue qui est tellement rigoureuse comme ça, elle est très légère en même temps, mais pas tout le temps. C'est ça qui est intéressant. Je vous propose un vers en 12 pieds, priant pour que l'ignorance jamais ne reste. Hakim a toujours le regard tourné vers l'Est. En grand silence, de qui ça peut être? Ce sont des vers de Akhenaton, rappeur du groupe Ayam, qui se met aussi à l'alexandrin. Et j'allais vous poser cette question à tous les deux, je ne sais pas qui voudra répondre, mais est-ce que le slam et le rap, quelque part, ne remet pas au goût du jour la scansion, le fait de parler français avec un certain rythme, un accent, une régularité, et du coup, par rapport à la chanson, où on cherchera la mélodie, dans peut-être la modulation, le mot avait été prononcé avant, est-ce que là on n'est pas vers un retour en grâce des langues raciniennes et cornéliennes? Si vous avez un élément de réponse. En matière de slam et de rap, je ne suis même pas du tout compétente. Mais j'imagine que c'est pour les mêmes raisons qu'on écrivait en alexandrin, c'est que c'est plus facile pour le spectateur d'avoir un cadre comme ça qui est très mélodieux, très mélodique, et que ça aide à la compréhension. Alors parfois ça endort aussi, c'est-à-dire qu'il y a une torpeur de l'alexandrin, comme disait Barthes, et qui vous fait oublier le sens, mais c'est pas grave, la musique est là, et de toute façon il y a un lien avec la scène qui se passe. Donc j'imagine que pour un chanteur, il en va de même qu'on fait toujours rimer un texte de chanson, parce que ça aide à l'écoute et ça aide au message, j'imagine. Mais bon, je ne suis pas du tout professionnelle de la scène. Donc, enfin, pour moi, ce qui est certain, c'est que en même temps que j'ai découvert Racine et que j'aimais Racine, j'écoutais énormément Gainsbourg. C'est clair que Gainsbourg a un travail sur le rythme de la langue et justement la rythmique est plus importante fondamentalement que la qualité de la voix, que ce soit pour lui en tant qu'interprète ou pour les interprètes féminines qu'il a eues. Et c'est quelque chose qui, pour moi, a été fondateur. Et je crois que c'est une particularité de la langue française que de pouvoir être très douce ou de pouvoir gagner en intensité en lui mettant une certaine rythmique. Et je pense sincèrement que Racine, c'est marrant, en ayant travaillé les deux, Corneille et Racine, je trouve de plus en plus que j'ai plus envie de dire que Corneille pour moi est un poète, dans le sens qu'un poète, je sais pas, c'est quelqu'un, je l'imagine beaucoup dans sa chambre en train de complètement rêver. Corneille était bègue, et puis il n'était pas particulièrement beau, et puis il était avocat, mais il n'a jamais pu plaider parce que justement il était bègue. Enfin, donc je crois qu'il avait un besoin de rêver toutes ces épopées, et tout ce qu'il nous raconte de grandiose. Alors que pour moi, Racine, alors bien sûr que c'est de la poésie, mais quelque part pour moi c'est de l'ordre de la musique, beaucoup plus. J'ai plus l'impression que il était très conscient des différentes rythmiques. Et quand vous parliez avant que oui, Titus peut être très physique, enfin, je pense aussi à Antiochus, notamment il y a une scène dans ce que nous proposons à l'orangerie où Antiochus frappe son valet. Il se trouve que les vers qu'il prononce à ce moment-là ont une cadence bien particulière qui font que, effectivement, c'est assez naturel sur ce rythme-là que de frapper son valet. Et de même, il y a des scènes très physiques qui peuvent être plus douces, voire plus violentes, et dans la cadence du vers, on n'a pas besoin de se donner beaucoup de peine pour arriver à ce résultat-là. Et je crois que c'était des choses aussi qui se sont beaucoup développées sous Louis XIV et avec Racine, parce que la censure était énorme. Donc beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas jouer, qu'on ne pouvait pas montrer, on pouvait les faire passer à travers la rythmique. Nathalie Azoulay, Racine, musicien, Corneille, poète, l'un dans les limbes et les sphères, l'autre dans le Bodenständig, on dirait en allemand, avec le sol comme ça, pour pied, en train de frapper la musique.
pourquoi pas, je pense que le poète est aussi un musicien, donc c'est difficile après de jouer sur ces mots, avec ces mots-là. Moi, j'ai plus tendance à voir le poète chez Racine, parce que je trouve que son théâtre prend le risque de la poésie tout le temps, en fait, et de l'arrêt de l'action, et de la minimisation de l'action, et une forme de dépouillement, et d'objets comme ça, à la fois très rythmés, mais quand même très peu fournis. Donc, et c'est vrai que pour moi, Bérénice, et d'autres pièces, mais en particulier Bérénice, c'est quand même l'histoire d'une tergiversation qui dure 5 actes. Donc c'est vraiment très réduit sur le plan de l'action, et Corneille, pour ça, est vraiment à l'opposé, et ses actions sont riches, et il y en a des secondaires. Et chez Racine aussi, dans le fait, il y a des actions secondaires. Bon. Mais cette pièce en particulier, elle est quand même très très dépouillée. C'est une des raisons pour lesquelles les auteurs modernes l'aiment tant, je pense. Hein. Si Duras aime tant Bérénice, ou un auteur contemporain de théâtre qui s'appelle Pascal Rambert, et qui a rendu hommage à Bérénice à travers sa clôture de l'amour. Bon, voilà, c'est qu'elle hante l'imaginaire contemporain qui aime le dépouillement, hein, il faut le dire. Donc la modernité se définit aussi un peu comme ça. Donc c'est difficile pour moi de dire poète ou musicien, je dirais les deux, et sans doute Corneille aussi, malgré tout. Bon, il a une musique pour moi un peu plus fanfare. L'inondation guette, vous avez vos 2 volumes de la Pléiade, Corneille et Bérénice, lequel vous sauvez. Corneille et Racine, pardon, lequel vous sauvez. Les deux. Non, mais je pense que... Pour vous, c'est difficile. Non, c'est pas si difficile que ça, parce que Corneille se lit beaucoup, facilement, alors que Racine, c'est beaucoup plus douloureux. Donc, je crois que c'est une inondation guette, je vais y aller par la facilité. Mais ça ne veut pas dire que je l'aime plus, c'est juste que je suis la raison fondamentale pour laquelle je fais du théâtre, c'est vraiment c'est Racine. Mais je crois, le vers racinien est plus douloureux que le vers cornélien. De votre côté, Nathalie Azoulay? Oui, c'est vrai, et j'ai moi-même été très hantée par ce tempo racinien qui est très mélancolique, qui est très élégiaque, qui menace souvent de vous tirer vers le bas et de vous amener à l'effondrement, mais qui n'y va pas quand même. Hein. Donc c'est aussi ça qui est très beau, c'est que c'est toujours très tenu. Donc oui, je ne pourrais pas nier le fait que c'est un vers douloureux, que c'est un univers douloureux, et que ce sont des héros et des héroïnes qui sont en proie à des souffrances. Mais chez Corneille aussi, mais elles sont plus sauvées chez Corneille. Quelque chose de plus lumineux. Alors les vers douloureux, on a cité avant Oreste qui meurt sur le plateau en prononçant ces fameux vers. Je me retourne vers Frédéric Vandenberg pour retrouver Jean Racine à Paris au XVIIe siècle. On est à peu près vers 1670. Pour un extrait, lecture, c'est page 170. Chaque fois qu'il voit son Hermione s'effondrer à la fin de l'acte 4, il se demande s'il aura le courage, dans une future pièce, de bâtir son action autrement, sans s'embarrasser de l'heure, en faisant son personnage principal, une amoureuse rugissante et dépoitraillée, qui ne se réjouit même pas d'être vengée, pour qui la gloire n'est qu'un vieux vêtement usé jusqu'à la trame par les héroïnes de Corneille. Après tout, pour l'instant, ce n'est pas si mal, se dit Jean, à cause du regard digne et piqué de sa maîtresse, que sa maîtresse lui lance tous les soirs en sortant de scène, une corde qui ne l'attrape pas, parce qu'elle se rend bien compte que le grand numéro d'actrice, c'est Hermione qui l'a, pas Andromaque, qu'elle l'attend qu'il le lui donne, et comprend qu'il ne le lui donnera pas. Un mois après la création de la pièce devant la cour, l'acteur qui jouait Oreste meurt d'un accident cardiaque. C'est un homme de plus de 60 ans, gros et gras, qui certes s'époumonne en scène depuis plus de 30 ans, mais à qui jamais aucun auteur n'avait fait endosser pareille folie. Partout se répand la nouvelle que ce sont les fureurs d'Oreste qui l'ont tué. Jean s'afflige et se rengorge. Il va la voir et, sans prendre le temps ni de la tendresse ni de la compassion, il se jette sur elle avec une violence qui lui fait sentir qu'il pourrait la déchirer. Il n'entend ni ses protestations ni ses râles, la retourne pour ne plus voir son beau visage. Il préfère la pilonner de dos. À chaque coup, il va plus loin,
meurtrit ses chairs comme elle meurtrit son cœur, sourit en humant cette odeur de sang, ce pouvoir qu'il est désormais le seul à avoir, faire crever un comédien. Mieux, une comédienne. Sa pièce profite du drame. Plus de 30 représentations s'enchaînent. Nicolas claironne partout que 1668 est l'année d'Andromaque, si bien que Molière ne résiste pas au plaisir d'en faire jouer sur son théâtre une parodie qui exagère les agissements de ses personnages, leurs passions, les fait parler à coups de vers pompeux et confus. C'est de bonne guerre, pense Jean, plus contrarié par un nouveau mot qui commence à fleurir dans les gazettes à son sujet, son galimatia. On l'accuse de multiplier les équivoques, d'entraver la compréhension et la pureté de la langue française. Et Nicolas de lui dire des pronoms relatifs aux antécédents flous, des adjectifs possessifs incertains, des verbes mal construits. Jean hoche la tête, argumente, plaide pour sa syntaxe, défend sa clarté, tout en sachant qu'en matière de langue, Nicolas est la rigueur même. Je crois que je rêve d'une langue plus pure, avoue Jean. Dans le style, on en a parlé. Maintenant, il y a le pouvoir de l'auteur, le pouvoir du dramaturge. Jean Racine peut faire crever ses comédiennes. Une auteure peut assassiner Titus dans son livre sans problème. Vous-même, vous pouvez aussi fatiguer vos comédiens si vous le souhaitez, ou écrire une pièce où ils décèdent. J'avais une question sur le rapport de Jean Racine avec les femmes. Je voulais vous demander si vous considérez qu'il est un séducteur, ou s'il est au contraire quelqu'un qui écrit en empathie avec les femmes, quand il crée ces drames où ces personnes souffrent tellement. Nathalie Azoulay. Il a dû être les deux. La biographie officielle dit qu'il a été un séducteur, et qu'il a fait le beau, et qu'il a eu beaucoup de conquêtes, notamment dans le milieu des comédiennes. Après, je ne connais pas le détail de ses amours et le degré de ses souffrances. J'imagine qu'il en a eu comme tout le monde. Quant à l'empathie, je ne sais pas moi d'où elle vient. J'ai imaginé plusieurs hypothèses dans ce roman. Peut-être qu'elle lui vient de sa propre vie, de ce qu'il a souffert, de ce qu'il a fait souffrir, on ne sait pas. Peut-être qu'elle lui vient de la littérature. J'ai mis l'hypothèse qu'il avait été très frappé enfant par la figure de Didon chez Virgile, et que cette femme souffrante et abandonnée avait été une forme de matrice pour lui, qui avait ensuite nourri toutes les héroïnes qu'il avait imaginées. Mais c'est une hypothèse. Alors je sais que Virgile, et c'est pas moi qui l'invente, mais que Virgile a été très présent dans sa formation. Mais de là à ce que la lecture du livre 4 ait été aussi fondatrice, je ne sais pas. Peut-être. Et l'autre hypothèse que j'aimais, et qui est peut-être la moins risquée, c'est qu'il a vécu, donc il a grandi dans l'univers du jansénisme, je crois qu'on n'a pas assez dit depuis tout à l'heure, mais ce qui fait aussi que Racine se démarque de Corneille, c'est cette noirceur quand même du monde, qui lui vient du jansénisme et de Port-Royal, et alors que Corneille est élevé chez les jésuites et qu'il n'a pas du tout la même conception de la religion. Donc il y a cette noirceur fondamentale dans laquelle il grandit, et cet univers qui évidemment provoque chez lui un attachement très profond et auquel il va tourner le dos pour satisfaire son ambition sociale, sa carrière, son rôle auprès du roi et ensuite sa vie de famille, mais auquel il va revenir. C'est-à-dire qu'il y a dans la vie de Racine, j'imagine, une souffrance très grande qui consiste à être clivé très tôt, très longtemps, et à être divisé entre deux pôles qui sont des pôles antagonistes, c'est-à-dire c'est noir et blanc. C'est vraiment de cet ordre-là. Et vivre dans cet antagonisme ne peut pas susciter autre chose que de la souffrance. Donc j'imagine que la source première de la souffrance qu'on sent chez Racine, elle vient peut-être de là et non pas de l'amour. Alors, est-ce que Jean Racine, c'est Titus? Faut-il choisir entre l'amour de l'art ou la richesse de la carrière? Je me tourne vers vous, Lydie Cabereza. Et son rapport aux femmes. En tant que metteur en scène, j'ai une admiration absolue pour ces auteurs qui sont capables de créer en fait des personnages qui vont faire devenir plus célèbres qu'eux. Faire plus célèbre que Racine. Et je crois que ça, c'est le miracle de la création.
pourquoi Michel-Ange a fait David. Enfin, il y a quelque chose qui... Et puis on peut évidemment se poser pour Shakespeare, qui a fait tellement de personnages. Je crois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Et après, justement, c'est source de beaucoup de théories et puis d'un champ de nouvelles créations. Et c'est ce que Mme Azoulay a fait. C'est-à-dire que c'est tellement merveilleux, cette capacité de créer ces personnages qui sont tellement géniaux et qu'on peut encore jouer. Mais on ne sait pas très bien comment c'est possible, pourquoi. Et puis, ça crée un livre comme celui-ci, parce que, voilà, on peut rechercher, je ne sais pas combien de temps vous avez eu besoin pour écrire votre livre, mais c'est un vrai sujet de recherche, et je pense que chacun, on essaye de donner des réponses. Et moi, la réponse que j'essaye de donner à ça, elle est très concrète. J'ai cette chance d'avoir des interprètes, et simplement quand ils travaillent, notamment dans le travail de Frédéric Landenberg et Titus, ou bien de Camille Jacobino et Bérénice, j'assiste à ce miracle que c'est possible qu'ils peuvent interpréter un personnage qui a été inventé il y a 3 siècles et puis ça marche. Mais pourquoi, je ne sais pas. Je vous propose de retrouver Bérénice pour un dernier extrait, avant peut-être de passer à vos questions du public. Alors là, on revient dans l'époque contemporaine. Si je ne m'abuse, Titus est mourant, donc le Titus d'aujourd'hui. Et Bérénice vient ou ne vient pas lui rendre visite à sa demande. L'escalier est interminable. Et pour ne pas le gravir continuellement, avec la menace de ne pas soutenir cette courbe ascendante jusqu'au sommet, la mémoire de Bérénice glisse sous ses pas des visions changeantes, alternées. Une marche après l'autre, ses pieds actionnent le miracle de l'amour, sa défaite. Le miracle, tantôt noir, tantôt blanc. Elle se revoit face à Titus, chancelante et émerveillée, la peau de son visage tendue par ce sourire béat, immense. Ce n'était pas mon corps qui souriait alors, mais mon âme qui s'ouvrait, plus puissante sous l'action de ce sourire, presque mystique. C'était le miracle de l'amour. Jet de lumière dans la nuit venant se poser à l'endroit précis où se joignent 2 bouches pour la première fois. Les bras en pierre de Titus, ces bras de statue qui s'animent, s'attendrissent pour se lever vers elle, la toucher, la serrer. Mais dès la marche suivante, leurs visages se crispent, ils s'éloignent, crient, brandissent leurs arguments, cherchent à pulvériser ceux d'en face. Il y a Titus, et en face, il y a Bérénice, sur des bords opposés. Titus ne peut pas quitter Romain. Si bien que Bérénice est obligée de faire l'article de son amour, sa réclame. Dans son pauvre boniment, elle plaide pêle-mêle pour la primauté du désir, la capacité des enfants à pardonner, l'insignifiance d'un patrimoine. Il ne l'emportera pas dans la tombe, répète-t-elle à Titus, comme une vieille épouse. Nous y sommes, dit la femme au haut d'escalier. Bérénice halète. Devant ses yeux, sur le mur du palier, elle avise une grande photo de Titus, Romain, les enfants. Elle se fige. Que le diable emporte les familles et leurs trophées, pense-t-elle. Ce soleil, ces sourires, cette jovialité triomphale. Plus que tout, au-delà de tout, elle a voulu valoir plus que la famille de Titus, plus que 6 personnes réunies, plus que leurs années réunies. Être cette devise providentielle qui dévaluerait instantanément toutes les autres, et au nom de laquelle un homme braderait son empire. C'est moi qui ai pris cette photo, dit la femme. Déjà, sa main se pose sur la poignée de la porte, appuie doucement. Tandis que la porte s'entrouvre sur un bloc d'air où viennent puiser les dernières respirations de Titus, Bérénice sent sa poitrine se durcir, se rétrécir, et avant d'étouffer, elle s'écrie « Non, je ne peux pas », et elle redescend l'escalier en courant. Elle n'a Dieu que pour le couloir qui l'amènera vers la sortie, mais elle aperçoit la silhouette de Romain, déjà revenue de sa course, soulagée, victorieuse, puisque c'est contre elle, et seulement elle, que Titus mourra. Avant de franchir la porte, Bérénice entend pourtant derrière elle une voix qu'elle ne connaît pas. « Mais, madame !» Sans se retourner, elle stoppe net. Ses doigts se crispent sur la poignée. Elle pense que son amour pour Titus fait décidément battre à grands coups les portes de son cœur.
Madame, dit de nouveau Romain. Et contre toute attente, ses yeux l'implorent, la supplient de rester. Gênée, Bérénice sourit et Romain ajoute « Restez », parce qu'elle n'en peut plus de regarder cette place vacante, cette chaise vide à côté de Titus. Si elle le pouvait, elle empoignerait le corps menu de Bérénice et lui placerait de force. Elle l'y visserait pour qu'enfin il remplisse le vide coupable qui a ruiné son mariage. Mais Bérénice a déjà claqué la porte. Dans sa voiture, elle pleure bruyamment, salement, bouillie, humide, dégoulinante, son visage de morve et de larmes, ses cheveux dans les yeux, ses doigts mouillés sur le volant. Elle pleure comme elle n'a plus pleuré depuis longtemps parce que désormais, ses larmes coulent le long de parois gelées. Vous ne le voyez pas, mais au-dedans, je continue à pleurer tout le temps, dit-elle parfois. Titus n'a été qu'à quelques mètres d'elle, derrière une porte entr'ouverte, mais elle a refusé de l'approcher, de poser la main sur lui. Car même dans ces conditions extrêmes, défavorables, si elle avait posé sa main sur la sienne, elle aurait eu peur de sentir instantanément remuer la chair vivante de l'amour. Ou le contraire, sentir sous le marbre de sa main rien de plus que le marbre de son amour. Elle refuse d'envisager cette possibilité plus longtemps. Dans le grand cynisme de la convalescence, elle a, bien sûr, entendu 1000 fois qu'un clou chasse l'autre. Elle a opiné, elle a souri, elle a même essayé. Au plus fort de sa rage et de son chagrin, elle va se consoler auprès d'Antiochus, un homme beau et fidèle. Elle pleure sur son épaule tandis qu'il l'étreint, qu'il cherche à affiner l'épaisse silhouette de Titus entre eux. Mais plus il serre, plus la chair de Titus lève, gonfle, s'interpose. Sur le moment, Bérénice trouve Antiochus magnanime, puis se souvient que A aime B qui aime C, et qu'il n'a aucun mérite, puisqu'il est le A qui aime le B. Dans ses bras, plusieurs fois, elle se demande pourquoi l'illusion de l'amour ne se déplace pas jusque-là, comme un petit nuage capable d'enchanter n'importe quelle union. Si B s'illusionne sur C, pourquoi ne le ferait-il pas sur A? Doit-elle en conclure que dans cette illusion se niche tout de même une infime mais décisive portion de réalité qui rend la translation tout juste impossible? Jamais A ne deviendra C. Alors Bérénice prie Antiochus de ne plus jamais l'appeler ni de tenter de suivre ses pas. « Tu me renvoies à mon désert », proteste-t-il tristement. Ouais, chacun son désert. Elle se cramponne à son volant avec la certitude que le corps de Titus est le corps idéal de son père et de sa mère réunis, un bloc de chair primitive, celui contre lequel elle doit naître et mourir, et pleure encore sur l'effort qu'elle doit faire pour s'en séparer. Et plusieurs nuits d'affilée, tandis que crépite encore le bois de l'escalier sous ses pas, la porte s'ouvre en grand, elle entre et s'approche. « Alors tu as fini par venir. Je pensais que tu refuserais de venir. J'ai refusé. Mais tu es là. Non, je ne suis pas là. Avec tout ce qu'on me donne, tu es peut-être une hallucination de plus. » Sa main s'anime sur le drap. La forme des doigts, le dessin des ongles, l'os du poignet, elle les reconnaît. Elle avance la sienne, prend celle de Titus, serre ses doigts entre les siens. Ceux de Titus répondent avec la même intensité, mais il est trop épuisé pour parler. Puis la pression se relâche et la main de Titus devient molle, inerte. Celle de Bérénice se contracte, mais n'attrape rien. Elle regarde autour d'elle, cherche à comprendre, à savoir quoi faire de cet énorme trophée, de ce sanglier mort qui, auprès d'elle, s'est échoué. Doit-elle pleurer, s'enfuir, appeler Romain? Non, Bérénice n'alertera personne, restera là, au chevet du corps mort de son amour. Et elle lui parlera en soufflant des murmures, vers son visage, qui ne sentira plus rien. Elle lui racontera toute leur histoire, comme s'il ne la connaissait pas, comme on réinvente chaque soir l'histoire du petit garçon dans la forêt pour son enfant, fidèle à la geste précieuse et futile qui n'a de sens que là, dans une chambre, entre deux personnes, à mi-voix, entre le jour et la nuit. Et enfin,
Elle lui confiera tout le détail du chagrin qu'il lui a causé et que l'orgueil d'un vivant refuse d'avouer à un autre vivant. Cela durera 1 heure, peut-être plus. Et Bérénice sortira de la chambre tout engourdie, cotonneuse et pâle. Roma lui adressera un regard plein de mépris. Elle ne la chassera pas expressément, mais elle la poussera, courra au chevet de Titus, pleurera, puis s'agitera dans le reste de la maison sans la voir. Les enfants passeront aussi devant elle sans la voir. Au coton de son adieu succéderont une pluie d'aiguilles, leurs cris, leurs mouvements heurtés. Tous lui en voudront d'avoir été choisi par Titus pour mourir. Seul peut-être l'ami de la famille aura pour elle un geste de considération, une attention. Elle lui proposera une tasse de thé, un alcool, mais Bérénice refusera. Elle s'en ira hagarde, en caressant longtemps le creux de sa main, encore à son réveil. Voilà, tel est le 6e acte, le fameux acte nouveau de la vengeance. J'avais une ultime question avant de vous passer à toutes et à tous la parole. Votre première rencontre avec l'écriture de Jean Racine, ce fut un coup de foudre ou ce fut une entrée difficile avant d'en tomber amoureuse? Nathalie Azoulay. Pour être très très honnête, quand j'étais au lycée, j'ai dû travailler un peu du Racine, mais très peu. J'avais de très mauvais profs qui ne se risquaient pas à faire ça. Et donc j'ai dû, comme beaucoup d'adolescents, trouver ça ennuyeux, difficile et incompréhensible. Et il est revenu dans ma vie plus tard. Mais je crois que quand on a de bons professeurs, c'est une chance totale et il faut s'embarquer avec eux parce qu'ils ont les armes pour vous guider. Mais je n'ai pas eu cette chance-là à ce moment-là. Donc j'y suis venue toute seule après, mais par le théâtre. Beaucoup par le théâtre, parce que je suis allée beaucoup au théâtre. Et mon premier souvenir de Bérénice date des années 2000, début des années 2000, où j'ai vu une représentation, c'était au théâtre de Nanterre, aux Amandiers. Et dans le rôle de Bérénice, il y avait cette comédienne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marie-Sophie Ferdane, qui était une comédienne de la Comédie Française à cette époque-là, et qui était une Bérénice à la fois très vibrante, mais très droite, qui ne tombait pas, et qui pourtant était tout en fragilité, en délicatesse et en émotion. Didier Kébereza, vous avez-vous eu les bons professeurs? Ou ça a aussi mis un certain temps avant d'entrer en pays racinien? Moi, je dirais que j'ai eu de la chance. Il se trouve que dans le système suisse, dans le système genevois, pardon, la période en fin de maturité à l'époque c'était 4 ans, et puis j'ai fait 2 années à Genève, et la 3e année j'ai quitté Genève pour passer une année aux États-Unis. Et puis, quand je suis revenu, j'ai eu la possibilité d'aller directement en 4e année. Mais ça sous-entendait donc que je devais rattraper ce que les collègues avaient fait. Je traduis par Nathalie Azoulay, l'année du bac. L'année du bac. Voilà. Et donc, quand je suis revenu, j'avais une liste de livres à lire que les collègues avaient lus pendant que moi j'étais aux États-Unis. Et donc, je n'ai pas eu de prof pour lire Phèdre. Mais c'était formidable, j'ai lu Phèdre, ça devait être en plus ou moins 23 heures dans un appartement pas loin d'ici, à Plain-Palais, et j'ai dû terminer vers 1h30 du matin, et je dansais dans ma chambre. Et voilà, j'avais 18 ans, et c'est un peu tout à coup, c'est clair, c'était ça que je voulais faire. Mais juste, moi j'ai un tout petit mot à ajouter, c'est que moi j'adore passer par les metteurs en scène pour approcher les textes. Et j'ai beaucoup lu Jean-Louis Barrault sur Phèdre, j'ai beaucoup lu Louis Jouvet, et j'ai beaucoup écouté, parce que c'était des vidéos, Patrice Chiraud quand il avait noté Phèdre. Et donc je suis toujours très très enrichie par leur compréhension et par leur direction d'acteur. Je pense que c'est déterminant parce qu'ils ont des éclairages qu'ils mettent en pratique et donc ils éprouvent et ça vous donne des outils. Qui ne sont pas contradictoires. Mais si, bien sûr, parce que d'un metteur en scène à l'autre, tout change. Mais quand ce sont de bons metteurs en scène et de bons directeurs d'acteurs, il y a toujours à prendre chez l'un et chez l'autre. Merci beaucoup. Je vous propose de passer la parole au public. Ah voilà, une main se lève tout de suite. Il y a eu beaucoup de parallèles faits entre Titus et puis Louis XIV. Comment il a réagi, Louis XIV? Parce que c'est pas toujours très favorable, enfin, l'image de Titus. En vérité, vous voulez dire? En vérité. En vérité, alors en vérité, j'ai de vagues souvenirs parce que je me suis renseignée, mais je crois qu'il avait été très ému et qu'il avait été très favorable à la pièce et qu'en plus, Racine lui rendait hommage dans cette pièce. Il y a un hommage qui est rendu quand même au grand amour, c'est ce qu'on dit, de Louis XIV qui était Marie Mancini et qui n'a pas pu épouser pour des questions d'alliance.
et à laquelle il a dû renoncer de manière sans doute aussi douloureuse que Titus renonce à Bérénice. Donc il y a eu un hommage rendu et que Louis XIV a saisi. Marie Mancini était la nièce de Mazarin, son conseiller. Une autre question? Encore juste. On n'a pas mentionné la différence d'âge, mais Bérénice, avait 10 ans de plus, Ferrer, que Titus. Bon, pour nous, maintenant, ça paraît quelque chose de presque normal, mais pour l'époque, c'était pas normal du tout. Donc, alors je pense que, Bérénice, on nous dit qu'elle est belle, mais elle avait quand même cet âge. Je pense qu'elle avait un rayonnement qui était d'autant plus important pour combler cette différence. Non. Je vous cède la parole, mais je signale à monsieur que, par exemple, Madame Macron, épouse du ministre, monsieur, est plus âgée que lui, et c'est probablement pas si banal que ça, puisque c'était noté par tous les journaux. Là, je crois que c'est aussi important, ça fait d'ailleurs partie de l'énorme différence entre les pièces de Corneille et de Racine. Corneille, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles sa pièce nous séduit moins, restait beaucoup plus proche de la vérité historique, alors que Racine a fait un mythe. Et notamment, ce qui caractérise la vérité de Racine, c'est que l'âge n'est pas du tout défini, ce qui fait qu'il y a eu des mises en scène avec toutes les variantes. Il y a des metteurs en scène qui essayent, qui prennent le parti pris de suivre l'histoire, et que donc Bérénice est plus âgée, comme c'était historiquement le cas. Et puis, il y a d'autres metteurs en scène, je pense notamment à Planchon, qui lui a pris le cas de vraiment faire une mise en scène Louis XIVienne, c'est-à-dire que et Titus et Bérénice sont plutôt très jeunes, 25, 22 ans, en référence directe justement à cette séparation de Louis XIV avec Marie Mancini. Donc en fait c'est une latitude qui est laissée par Racine, et honnêtement, comme Racine avait plutôt envie de plaire, je crois plutôt que Racine, il était dans un schéma hollywoodien, où monsieur est plus âgé et madame est plus jeune. Dans votre roman, Nathalie Azoulay, les âges ne sont pas définis non plus. On ne sait pas qui est... Mais rien n'est défini. Hein. Je vous défie de trouver la couleur des cheveux de Bérénice. Chez Racine, il y a très peu qui est défini. Je pense que ça aussi... Enfin, c'est intéressant parce qu'il y a tellement de choses qui sont définies, mais justement sur ce genre de questions-là, ça reste très très vague. Et ça aussi, c'est très contemporain. Oui, alors la seule chose sur laquelle Racine donne toujours un petit détail, c'est sur les cheveux lâchés des femmes quand elles s'ouvrent. Oui. Voilà. Donc physiquement, il y a toujours ça qui arrive. Ornements. Voilà, les vases ornements, et on l'a chez Bérénice, on l'a chez Phèdre, et on l'a chez d'autres. Monsieur, vous dites la différence d'âge, donc pour le caractère moderne de la véritable Bérénice. J'ajouterais qu'elle avait été mariée 3 fois avant de rencontrer Titus, ce qui en fait une forte femme de nos jours aussi. Il y a aussi, il faut vraiment être bien conscient que être tragédien au XVIIe siècle, par rapport aux exigences du public pour lequel il travaillait, ça voulait absolument dire être un menteur. C'est extrêmement rare. Enfin, Corneille, notamment, quand il fait le Cid, il n'a pas assez menti. Donc du coup, on va lui reprocher énormément. Et quand il écrit Horace, il va écrire Horace tel que l'histoire le rapporte, c'est-à-dire que Horace tue Camille et que Rome va quand même ne pas condamner Horace. Et il va y avoir ça va être très violent parce que le public refuse cette fin. Et Racine va essayer plus souvent d'aller dans le sens du public, et la fois où il ne le fait pas, notamment d'Enfer, où il ne va pas édulcorer le thème, contrairement à son rival Pradon, qui va justement essayer de passer comme chat sur braise sur la thématique incestueuse, ça se passe très mal. Donc il faut vraiment se rendre compte que les histoires qui sont restées jusqu'à nous, elles ont très peu en réalité à avoir avec la vérité historique. Et je pense que c'est ça aussi, en fait, la force de la Bérénice de Racine, c'est qu'il est au niveau du mythe. On est au niveau de Tristan et Iseult, alors que celle de Corneille, qui à part ça n'est pas une mauvaise pièce, mais elle est un peu trop à ras l'histoire. Elle s'appelle Tite et Bérénice. Corneille mentionne Pompéi et à plusieurs reprises, alors que pas du tout Racine. Madame voulait poser une question. Oui, peut-être une question d'abord à Nathalie Azoulay.
Pardonnez-moi, je n'ai pas encore lu votre livre, mais je vais essayer de remédier peut-être même tout à l'heure. Mais le titre, si je n'ai pas lu son contenu, le titre a une certaine résonance. Titus n'aimait pas Bérénice. Est-ce que c'est le Titus le vôtre, ou est-ce que c'est le Titus de Racine? Est-ce que vous l'affirmez, ou est-ce une provocation, ou est-ce que forcément, quand on est dans le renoncement, on est dans l'abnégation des sentiments? Peut-être avez-vous une divergence là-dessus sur la nature des sentiments de Titus. Je ne m'avancerai pas beaucoup en disant que j'ai l'impression que votre Titus aime beaucoup Bérénice et qu'on s'attendait même à ce qu'il lâche Rome pour elle. Presque. Donc, en effet, je pense que la pièce est suffisamment complexe et plastique pour accueillir différentes interprétations. Le titre que je choisis là est évidemment provocateur, et j'avais envie en fait de rompre un peu la symétrie habituelle entre Titus et Bérénice. On a l'habitude de penser, et certains pensent, et sans doute à raison, qu'ils s'aiment également dans une symétrie absolue. Il ne me semble pas, moi, qu'ils s'aiment dans une symétrie absolue. Je pense que le choix que fait Titus est quand même un choix narcissique de gloire qui est plus grande dans le pouvoir et la dynastie qu'il reprend que dans l'amour d'une femme. Mais ça n'engage que moi, et j'entends tout à fait qu'on soit en désaccord avec ça. Mais ce qui est plus important, en fait, c'est que c'est une proposition qui a été mise par la narratrice, qui, évidemment, l'émet du point de vue de son chagrin à elle, de son abandon à elle, et de son jugement, qui est sans doute faussé par ses larmes et par la fraîcheur de son chagrin, et qui est aussi sans doute faussé par son ancrage historique, c'est-à-dire le XXIe siècle, la modernité, où les questions de raison d'État ne sont plus très opérantes et ne sont plus très pertinentes, en tout cas pas autant que du temps de Rome ou même du temps de la monarchie française. Donc évidemment c'est discutable, et c'est une proposition qui a été d'ailleurs très discutée, et j'étais très taclée là-dessus, très souvent. Ideke Berezan, votre Titus aime Bérénice? Oui, parce que... C'est un petit oui. Non, je pense qu'il l'aime énormément. Je pense qu'il aime énormément. Je pense que les questions de raison d'État, c'est peut-être plus aussi courant que ça. Par contre, les questions de déchirement pour une carrière, parce qu'on vit ensemble en univers international, Genève, on vit ensemble aux États-Unis, peut-être qu'on est un des deux est nommé chez Procter & Gamble, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que ça concerne mes parents, d'ailleurs, tout simplement. Père africain, une mère alémanique, il y a un moment où mon père il a voulu rentrer en Afrique, et je pense qu'il s'aime toujours. Donc je pense qu'on peut se séparer, c'est oui. Mais je pense aussi que ma démarche en tant que metteur en scène est une démarche qui n'a rien à voir avec la démarche d'une auteure. Je pense que l'auteur, elle crée. Moi, pour ça, j'ai tous mes livres là, je passe mon temps à aller chercher, comprendre, me référer aussi à l'histoire. Et je dirais que les historiens, il y a le fameux mot malgré lui, malgré elle, enfin, il y a tout un mythe en fait qui, à mon avis, est plus théâtral et plus attendu si on affirme qu'il s'aime. Mais je pense que heureusement qu'il y a des auteurs comme vous qui justement questionnent ce mythe et écrivent des nouveaux livres, parce que c'est autant de nouvelles pistes et autant de nouvelles créations, puis que peut-être qu'un jour Titus n'aimait pas Bérénice sera une bonne pièce. Il y avait une question de madame au deuxième rang. J'ai trouvé très intéressant votre partie, je suis désolée, je me suis sur metteur en scène, donc de marquer la passion sexuelle, sensuelle qui lie Titus et Bérénice, que vous incarnez absolument parfaitement. Et je voulais savoir ce qu'en pensent les gens en général, les gens qui ont vu la pièce, comment a réagi le public. Moi j'ai trouvé ça passionnant. Alors bon, le metteur en scène c'est une chose, mais les gens, quels sont les retours là-dessus? Il y a des retours. En fait, il y a vraiment... Quand on a ces grands auteurs qui vous disiez que vous lisez régulièrement, c'est ce que disent d'autres metteurs en scène au sujet de cette œuvre, et c'est vrai que moi, un metteur en scène qui m'a beaucoup touché dans son travail sur Racine, et qui pour moi le seul qui m'a vraiment apporté quelque chose sur Racine, c'est Luc Bondy. Luc Bondy qui a fait une fête que personnellement je trouve de loin la meilleure. J'ai pas du tout aimé celle de Chéreau par exemple. Ah bon, alors moi, je tout trouvais... contraire. Oui, alors mais je sais, je fais partie d'une minorité, notamment les francophones. Mais je pense que justement j'ai une mère germanophone, j'ai fait une formation de metteur en scène en pays germanique, et je pense que je suis sensible en fait à
il y a cette dualité qu'il peut y avoir chez un Luc Bondy et que je retrouve chez moi. Et que notamment, j'étais très reconnaissant à Luc Bondy d'avoir fait un très bon casting, à mon avis, qui n'était pas du tout le cas de Chéreau, parce qu'on a eu le Non, casting. mais à la décharge de Chéreau, il devait avoir un Gianni. C'est ça, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas eu. Chez Chéreau, on a eu un casting B. Et alors, qui est-ce qu'il a eu? Il a eu Dominique Blanc. Dominique Blanc qui est grandiose. Pas d'enfer. Moi, je l'ai trouvé extraordinaire. Pour moi, Pas du tout d'accord. Alors après, je dirais simplement au niveau de la profession. Elle est trop âgée, Non, c'est pas ça. Moi, je l'ai trouvée. Mais disons, en tout cas, ce qui était sûr dans la fête de Chéreau et qui a fait que le public, notamment français, a vraiment adhéré complètement à la fête de Chéreau, c'est qu'on entendait très bien le texte, ce qui n'était pas le cas de la Phèdre de Bondy. C'était terrible, on avait des images, à mon avis, qui étaient sublimes, il commence à parler et on regrettait qu'il parle. Mais, ce qui était forcément très problématique chez Racine, et je pense qu'il y avait chez Luc Bondy déjà un amour de la pièce que Chéreau n'avait pas. Chéreau ne s'en est pas tellement caché, il n'aime pas tellement cette pièce, il n'aime pas Racine. C'est assez étonnant, hein, mais en fait il l'a fait un peu par devoir de metteur en scène de français. Alors que Luc Bondy je crois qu'il y avait une recherche, en tout cas à laquelle moi je suis très sensible. Et pardon, mais le début de votre question, c'était par rapport à la violence, c'est ça? La Comment Violence, c'est très drôle, moi je parlais de la sexualité. Alors comment les gens réagissent? Justement, il y a une tradition racinienne qui veut que ce soit une œuvre de marbre, et en fait, il y a la sensualité. Et je pense que cette tradition, elle est très bonne. Elle a donné notamment le spectacle de Klaus-Michael Gruber. Vraiment, il y a encore certains extraits sur YouTube où ça donne envie. Enfin, je regrette de ne pas l'avoir vu. Heureusement, j'ai pu voir d'autres mises en scène de Klaus-Michael Gruber, notamment L'Effigie d'une Antoride, qui est à l'origine de mes projets aussi. Là, je pense que c'est possible. Et donc, il y a tout un public qui a envie que ce soit comme ça. Et ce public-là peut aussi, du coup, avoir des réactions très violentes par rapport à cette proposition. Et au contraire, des fois, adhérer. Donc, je dirais qu'on a toutes les réactions possibles. Et que c'est bien, parce que voilà, c'est bien quand un public réagit. Enfin, là, je vais être très cornélien. Il disait, voilà, qu'on dise du bien ou du mal de mes pièces, c'est pas important, l'important c'est qu'on en fasse. Oui, ça permet de faire comprendre le problème, la problématique de Titus. Cette passion sexuelle qui le lie, dans ce que vous jouez, qui le lie à Bérénice. Après, il y a une comédienne qui est venue me parler dimanche soir en disant: est-ce que tu réduis pas l'amour à la sexualité? Puis moi, j'avais envie de lui dire: mais l'amour sans la sexualité, moi en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Voilà, merci. Madame, une question. C'est plutôt une réaction qu'une question. Vous parliez, madame, de vos années de lycée et de votre perception de la tragédie, notamment de Racine, à cette époque-là. Il me semble que maintenant ça a changé, mais comme il y a des jeunes gens dans cette salle, j'espère qu'ils en parleront. Il me semble que la perception de la tragédie, et notamment de Racine, vraiment de Racine, a changé parce que Racine, les pièces de Racine, c'est comme des sitcoms de luxe, évidemment, mais comme des sitcoms. Tout à l'heure, on entendait monsieur dire A aime B, qui aime C, qui n'est pas aimé par A ne deviendra jamais C, etc. Vous parlez aussi au début de votre livre de Supermarché de Chagrin d'amour. Et il me semble que les jeunes, et ils le diront, j'espère, perçoivent Racine, en tout cas l'auteur, Racine, comme un écrivain de sitcom de luxe, de beaux sitcoms, ou en tout cas d'énigmes policières aussi, parce qu'à chaque fois il y a une énigme qu'il faut résoudre, plusieurs énigmes, et que leur perception a dû, j'espère aussi grâce à leurs profs, et à vous, les metteurs en scène, et à vous, les romanciers, changer. Si quelqu'un veut s'exprimer, au fond de la salle là-bas, sitcom de luxe. Moi, je peux
dire juste un petit mot. En fait, je ne sais pas si ça change. J'ai rencontré beaucoup de lycéens, beaucoup d'enseignants qui me parlent à la fois de la difficulté et du plaisir une fois qu'on a surmonté la difficulté, mais je pense qu'il ne faut pas nier la difficulté de cette langue qui fait quand même un barrage à la compréhension et sur laquelle il faut vraiment travailler et être accompagné pour la dépasser. Voilà. Mais moi je dis tout le temps aux jeunes, enfin quand il m'arrive de les avoir en direct, que l'une des façons, évidemment il y a le rôle du professeur, mais l'une des façons pour eux de fréquenter cet univers et ces textes, c'est de dire les vers et de les avoir en bouche, un peu comme la narratrice le fait au début, parce qu'il y a un contact corporel qui forcément vous éveille, vous émoustille, vous donne envie de faire mieux, enfin, et puis vous intrigue souvent, mais il y a un combat qui se mène entre le corps et le texte, qui est toujours plus persuasif, je pense, que toutes les explications et que tous les accompagnements. Je pense que mais bon, après, il faut faire cet effort-là et avoir envie de dire des alexandrins tout seul dans sa chambre, ce qui n'est pas... Et d'être accompagné, effectivement, parce que c'est pas évident non plus pour un professeur de lettres. Non, ça devrait être une entreprise difficile. Mais c'est vrai que maintenant, de plus en plus de metteurs en scène vont dans les écoles professionnelles. Je parle aussi là, parallèlement aux plantations de Bérénice, j'ai la possibilité d'animer une dizaine d'ateliers à l'intention des écoles. Vraiment, quand même, il ne faut pas sous-estimer la difficulté de cette langue. Oui, bien sûr. Et après, une façon justement d'aider, c'est de jouer. Et justement, après, quand on le fait en classe, c'est chouette parce que justement, ils peuvent jouer à deux. Et là, c'est vrai que, comme vous le disiez, quand on dit ces mots et qu'on le dit à quelqu'un, tout à coup, il se passe quelque chose. Mais c'est quand même difficile. Et après, oui, peut-être que chez certains, il se passe des choses, je ne sais pas. Ça vous a pas parlé, non? Il y a une question de monsieur au fond de la salle, à côté du mot libre, d'ailleurs. Ça s'adresse plutôt à notre populaire à propos de l'écriture de son livre, parce que vous parlez beaucoup du mythe, enfin de Titus comme d'un mythe, tous les trois. Je voulais savoir si vous avez puisé dans d'autres versions du mythe. Moi, je ne connais que la Clémence de Titus de Mozart. Je crois qu'il se base sur Métastase, et là, Bérénice a une rivale, Delia, la collaboratrice de Racine, en produisant ses robes de la rivale. Et je me demandais si pour le travail, vous appliquez à ce type de recherche, c'est-à-dire dans différentes versions du mythe pour composer les dialogues, ou si c'est finalement purement Racine et votre raisonnement. Non, hélas, je ne suis pas allée chercher, enfin hélas, non, parce que ce n'était pas mon objectif. Et je voulais m'en tenir à cette source-là, qui est déjà bien riche et qui m'a déjà demandé beaucoup d'efforts, pas tellement d'efforts de lecture, mais d'essayer de comprendre et puis après de comprendre l'univers qui s'était passé autour de Racine. Mais non, je ne l'ai pas vraiment confrontée en dehors de celle de Corneille. Je ne suis pas allée voir d'autres versions. Mais je devrais. Maintenant, je vais peut-être le faire. Madame, une question également. Je suis une grande amoureuse de Racine. J'ai rédigé mon mémoire de licence sur lui, enfin ce qui s'appelait licence à l'époque, et j'ai lu attentivement votre livre, Madame Azoulay. Je vous remercie. Je voulais vous écrire, mais maintenant vous êtes là. J'ai relu certaines phrases 3 fois pour bien m'entraîner, et j'ai adoré la recherche que vous faites sur la naissance de la poésie chez Racine, la naissance du style, la façon dont il reprenait ses maîtres, il les améliorait, enfin cette rivalité, etc. Et je voulais savoir comment vous étiez renseigné sur lui, enfin comment, si c'était de l'invention pure, si c'était la véritable biographie de Racine, comme Port-Royal, etc. Mais qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Et qui est Nicolas, son Nicolas qui vraiment existait? Nicolas Boileau, oui. C'était Boileau, oui, il a existé, c'était réellement son ami. Mais évidemment, je me suis un peu documentée parce que je ne voulais pas dire des bêtises sur un monde qui avait existé et qui en plus laissait beaucoup de traces. Donc, je me suis à la fois renseignée auprès de biographes de Racine, donc j'ai été regarder dans le détail comment s'était passée son enfance avec les jansénistes à Port-Royal.
Mais je ne suis pas non plus entrée dans une démarche documentaire, c'est-à-dire que j'ai gardé des choses, et pour être très honnête, je ne sais plus très bien ce que j'ai inventé, mais je sais que j'en ai beaucoup inventé. Mais parfois on me demande, et tout se mélange, parce que j'ai quand même écrit ce livre il y a quelques temps, et j'ai oublié les frontières, vous savez, en fait, entre la réalité et l'imagination, parce que je me suis autorisée tout le temps, en fait, des licences, des prolongements. Je voyais qu'il y avait une nouvelle méthode de grec qui était parue et qui était donc pratiquée par Port-Royal. Mais après, toutes les scènes que moi j'invente dans les classes, enfin que j'imagine dans les classes, sont inventées. Ces scènes-là, elles ne sont pas recensées très exactement. Donc, tout ce qui fait lui autour de la langue, dans ses classes de version, dans ses classes de grammaire, ou même seul avec ses livres, je pense qu'elles sont inventées quand même à 80%, 90%, mais je partais de petites choses que je trouvais dans les livres des autres, et à partir de là, moi, je brodais beaucoup, parce que j'avais envie de me raconter cette histoire de comment un enfant formé par le grec et le latin donne ce français-là. En fait, c'était ça qui m'intéressait. Alors, surtout du point de vue du latin, de montrer comment, en fait, il y a cette espèce de fascination pour l'ellipse latine qui infuse tout le temps dans sa poésie et dans ses vers, et qui donne aussi cette signature très particulière de la langue racinienne. Mais encore une fois, c'est une pure imagination. Et ce qu'il fait pendant les heures de messe, par exemple, quand il inverse l'ordre des choses, etc., ça évidemment, je ne l'ai trouvé nulle part, mais il me fallait des scènes romanesques pour mettre justement des images sur la formation de cet esprit et de cette langue qui moi, m'intrigue tant. Et forcément, je pense que je parle plus de moi que de lui. Donc, la vérité dans tout ça, c'est... Voilà. C'est un très beau livre, je vous remercie. Magnifique. Ça sera peut-être la conclusion de cette soirée, si vous le voulez bien. J'aimerais vous remercier tous deux d'avoir participé à ce débat, et Frédéric Landenberg d'avoir lu des passages. Je vous invite à le retrouver.